Chapitre 1. Le rassemblement à Seabourn House. Une brume marine s'était infiltrée depuis les falaises vers l'intérieur des terres, adoucissant les contours du petit village cornouaillais, blotti sous la silhouette noire du phare de Saint-Michel. La soirée semblait étrangement feutrée, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Dans le salon de Seabourn House, les lampes brillaient d'une lumière dorée constante et le feu crépitait dans l'âtre de pierre. Le major Harold Blackwood, grand, large d'épaules et un peu trop chaleureux, se tenait dos au feu, un verre de Porto à la main. « Je te le dis, Lydia, ce phare aurait dû être modernisé il y a des années. Un jour, il tombera en panne. Et où serons-nous alors? Un navire s'écrasant sur les rochers, voilà. » Sa sœur, Lydia Armitage, mince et méticuleuse dans sa robe de soie pâle, haussa un sourcil froid. « Vraiment, Harold, tu deviens de plus en plus dramatique de jour en jour. Le phare est debout depuis près d'un siècle. J'ose dire qu'il te survivra. » Les autres rirent, mais pas tous chaleureusement. Ils étaient 7 dans cette pièce, chacun attiré par cette côte isolée pour des raisons qui lui étaient de la propre. Sir Edward Seabourn, maître des lieux et propriétaire du domaine environnant, avait lancé son invitation saisonnière habituelle. C'était un personnage important de la région, même si sa fortune avait diminué ces dernières années. Son visage buriné, son nez de faucon et son habitude de tambouriner des doigts sur l'accoudoir de son fauteuil lui donnaient l'air d'un aigle agité. À ses côtés, Lady Helena Seabourn était allongée avec une grâce languissante, ses perles scintillant faiblement à la lumière de la lampe. Elle était à la fois gracieuse et distante, sa voix douce masquant une acuité qui se ressentait plus qu'elle ne s'entendait. Le docteur Félix Marbury, le médecin du village, était assis un peu à l'écart, ses lunettes illuminant la lumière du feu, les mains jointes dans une apparente sérénité. Mais son regard était alerte, passant rapidement de l'un à l'autre, comme s'il mesurait la température de la pièce non pas en degrés, mais en tempérament. À la table à écrire, mademoiselle Clara Vane, la dame de compagnie et secrétaire de Seabourn House, était penchée sur son tricot. Femme simple d'âge mûr, sa prestance était aussi modeste que sa tenue grise. Elle parlait rarement, sauf si on lui adressait la parole, mais son silence exprimait une certaine vigilance. Et enfin, appuyé contre le piano avec une élégance nonchalante, se tenait Julian Armitage, le mari de Lydia. Brun, vêtu avec raffinement, il possédait ce charme que certains trouvaient irrésistible, tandis que d'autres se méfiaient au premier abord. C'est Sir Edward qui rompit le silence qui suivit l'emportement du major Blackwood. Le phare a toujours été le symbole de ce lieu. Le moderniser reviendrait à ruiner complètement son caractère. Et le caractère, Major, ne se remplace pas si facilement. Les lèvres de Julian s'étirèrent en un sourire. J'ose dire que les navires se soucient peu de leur caractère lorsqu'ils se brisquent sur les rochers. L'éventail d'Helena Seabourn s'ouvrit brusquement dans un léger bruissement. Des navires, Julian, mais pas des hommes. Le courage est le dernier refuge de ceux qui ont tout perdu. La remarque resta un instant en suspens, puis Félix Marbury toussa doucement. Si nous pouvons quitter le phare un instant, Sir Edward, vous aviez une annonce à faire, n'est-ce pas? Tous les regards se tournèrent vers le maître des lieux. Il remua sur son siège, prit une inspiration, et ses doigts s'arrêtèrent de tambouriner. Tout à fait. J'ai réfléchi à l'avenir du domaine. Ce n'est un secret pour personne que les temps sont durs. J'ai pris des dispositions qui, assureront l'avenir, même si ce ne sera peut-être pas comme certains d'entre vous l'auraient souhaité. Lydia se pencha en avant. Que veux-tu dire, Edward? Les terres de Seabourn ne se vendent sûrement pas. Elles appartiennent à la famille depuis des siècles. Néanmoins, dit-il sèchement, une vente a été négociée. Les documents sont en règle. Demain, à midi, je rencontrerai le notaire ici pour finaliser l'affaire. Un murmure de protestation s'éleva. Harold jura à voix basse. Julian eut un léger sourire. Seule Lady Helena semblait impassible, regardant son mari avec des yeux mi-clos, comme si elle s'y attendait depuis longtemps. Sir Edward leva la main. Assez. Ce qui doit être fait. Cela assurera la survie de ce qui compte, mais pas sous la forme à laquelle nous sommes habitués. À ce moment-là, la vieille horloge de parquet, dans le coin, sonna 9 heures. Son carillon solennel sembla approfondir le silence qui suivit. Dehors, le brouillard se pressait contre les fenêtres. Plus tard, dans la soirée, lorsque la compagnie se dispersa dans ses chambres, un malaise persistait dans les couloirs de Seabourn House. Les lampes crépitaient contre le courant d'air, et la mer, invisible au-delà de la falaise, émettait un grondement sourd et incessant. Mademoiselle Clara Vane, montant l'étroit escalier menant à sa chambre,
s'arrêta comme si elle avait entendu un murmure dans le couloir. Elle se retourna, mais ne vit rien d'autre que les ombres qui s'étendaient sur les murs. Dans la bibliothèque, Sir Edward resta seul, penché sur une liasse de papier, l'air déterminé et farouche. Il posa une main sur les documents, comme pour les stabiliser, et de l'autre tira les rideaux pour protéger le brouillard. Ses lèvres remuèrent, silencieusement. Peut-être était-ce une prière, ou peut-être simplement le murmure d'un homme qui connaissait trop bien les ennemis engendrés par la fortune. Et dans l'obscurité au-delà des falaises, le phare s'est allumé une fois, 2 fois, puis a disparu dans la brume ondulante. Chapitre 2. L'ombre du phare. Le matin se leva, pâle et hésitant, le brouillard s'accrochant obstinément aux falaises, comme s'il refusait de lever le voile sur Seabourn House. Les mouettes tournoyaient au-dessus de la mer, leurs cris stridents contrastant avec le grondement sourd et insistant des vagues s'écrasant sur les rochers. La maisonnée s'agita lentement, les domestiques traversant les couloirs d'allées à pas feutrés, tandis que les invités se rassemblaient un à un dans la salle à manger. Ce fut Lady Helena qui descendit la première, impeccablement vêtue malgré l'heure matinale, l'expression indéchiffrable derrière la froideur de porcelaine de son visage. Elle salua la servante d'un léger sourire et prit place, comme d'habitude, près des hautes fenêtres. Le major Blackwood arriva peu après, grommelant à propos de l'humidité et exigeant que ses harengs soient tout servis chauds. Lydia, pâle mais élégante dans sa robe du matin d'un bleu tendre, la suivait, suivie de Julian, dont le charme insouciant semblait déjà opérer sur la jeune femme de chambre, qui lui servait le café. Le docteur Marbury arrive le dernier, s'excusant de sa douceur habituelle. « Un patient m'a retenu avant l'aube, » expliqua-t-il en ajustant ses lunettes. « La femme du pêcheur est sur le point d'accoucher. Tout va bien, mais ma présence était nécessaire. »« Toujours le saint du village, » remarqua Julian, son ton teinté de moquerie. Le médecin inclina la tête avec une dignité tranquille. « On fait ce qu'on peut. » Ce fut mademoiselle Clara Vane qui signala l'absence. Elle s'était glissée dans la pièce en silence, comme si elle avait surgi de la brume elle-même. Posant son tricot sur ses genoux, elle regarda autour de la table et dit « Sir Edward n'est pas là. » Les mots, bien que simples, semblèrent résonner dans l'assemblée. L'éventail d'Helena, malgré le matin, s'ouvrit et se referma. Lydia fronça les sourcils. « Edward est un lève-tôt. Ça ne lui ressemble pas d'être absent. Peut-être est-il encore à ses papiers, suggéra Harold. Il s'y est mis hier soir quand je l'ai quitté. » Julian eut un léger sourire. Ou peut-être est-il parti admirer son précieux phare dans le brouillard. Mais lorsqu'un quart d'heure s'écoula et qu'aucun signe de Sir Edward ne se manifesta, le malaise s'accentua. Finalement, Helena se leva, l'air calme, mais la voix pleine de décision. « J'enverrai Jennings le chercher. » Le majordome, solennel et discret, partit aussitôt. Le repas reprit, mais la conversation s'attarda, chacun guettant le retour des pas. Lorsque Jennings réapparut dans l'embrasure de la porte, son visage était étrangement pâle. « S'il vous plaît, madame, » dit-il à voix basse, « Sir Edward n'est ni dans sa chambre ni dans la bibliothèque. J'ai fouillé la maison, il est introuvable. » L'éventail d'Helena lui tomba des mains. Harold jura. Lydia halta. Le docteur Marbury se leva à moitié de son siège. Les lèvres de Julian s'incurvèrent en un sourire. « Nulle part, Jennings ? Mais c'est impossible. » Le majordome hésita. « Il y a autre chose, monsieur. La porte donnant sur le sentier de la falaise était déverrouillée, et sur l'escalier qui descend vers le phare, il y avait un gant, le gant de Sir Edward. » Pendant un instant, la pièce resta silencieuse. Puis Harold repoussa sa chaise avec un violent grincement. « Alors, il faut fouiller la falaise immédiatement. Le vieux fou a peut-être erré dans le brouillard et perdu pied. » Ce fut une heure terrible. La maisonnée et les villageois, rapidement appelés par Jennings, scrutèrent le sentier de la falaise et les rochers en contrebas. Le brouillard épais étouffait chaque cri et chaque pas. Finalement, au pied du phare, là où les vagues déferlaient avec la plus grande violence, ils le trouvèrent. Sir Edward Seabourn gisait sur les pierres déchiquetées, le corps tordu, la tête violemment heurtée contre le rocher. La mer l'avait submergé, détrempant ses vêtements et rendant son visage pâle comme du marbre. Un gant restait sur sa main. L'autre, comme l'avait dit Jennings, reposait sur l'escalier au-dessus. Ce fut le docteur Marbury qui l'examina le premier, agenouillé près du corps avec un air grave. « Il est parti, » dit-il doucement, « mort, probablement des suites du coup à la tête. » Harold retira son chapeau, son visage rougeaud affichant une solennité inhabituelle. Lydia pleurait à chaudes larmes,
même si le bras de Julian autour de ses épaules semblait plus possessif que consolateur. Lady Helena resta immobile, le regard fixé non pas sur le corps de son mari, mais sur le brouillard, comme si elle envisageait déjà une vie sans lui. Puis la voix du médecin, plus aiguë désormais, coupa court au murmure. Ce n'était pas un accident. Tous les regards se tournèrent vers lui. La blessure, expliqua-t-il en ajustant ses lunettes d'une main tremblante. Elle est à l'arrière de la tête, pas devant. Il n'a pas trébuché et ne s'est pas cogné contre les rochers. Il a été frappé par derrière. Il y eut une inspiration collective. Harold jura de nouveau, plus violemment. Lydia cria. Le tricot de Clara Vane tomba de ses genoux dans le sable mouillé. Seul Julian émit un petit rire, presque amusé. « Suggérez-vous, docteur, que l'un de nous s'est faufilé dehors pendant la nuit et a aidé Sir Edward à s'enfuir ?»« Pas moi, monsieur, » dit Marbury d'un ton grave. « Je ne fais que rapporter ce que les preuves me disent. Ce n'était pas une chute, c'était un meurtre. » Le mot flottait dans l'air, terrible et irrévocable. Meurtre à Seabourn House. Meurtre à l'ombre du phare. Alors même que la compagnie reculait, un mouvement se fit entendre à l'entrée du rassemblement. Une petite silhouette élégante émergea de la brume, ses moustaches précises, sa démarche soignée, son regard acéré comme de l'acier poli. « Messieurs, mesdames, » dit Hercule Poirot en s'inclinant légèrement. « Je regrette de vous déranger en un moment aussi solennel. Pourtant, je n'ai pu m'empêcher de constater votre détresse, et je pense, oui, je pense, que vous aurez besoin de mes services. » Chapitre 3. L'arrivée d'Hercule Poirot. L'assistance regarda avec stupeur le petit homme s'incliner à nouveau, ses chaussures vernies luisant étrangement sur les pierres mouillées. Sa tête ovoïde, ornée de ses célèbres moustaches impeccablement cirées, s'inclina légèrement, comme pour les mesurer une à une. Ce fut Lady Helena qui retrouva la première sa voix. « Monsieur Poirot ? C'est bien vous ?»« Mais certainement, madame, » dit Poirot en inclinant la tête. « Je suis ici à l'aimable invitation de votre voisin, monsieur Cavendish, pour passer quelques jours sur cette côte. Pourtant, j'apprends, hélas, que je suis entré dans une tragédie. »« Quelle tragédie ?» rugit le major Blackwood. Son visage rougeaud était rouge d'indignation. « Sir Edward est assassiné, dit le docteur. J'aimerais savoir qui parmi nous a l'infamie de le terrasser. »« Doucement, major, murmura Poirot. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. La vérité se cache comme le soleil dans le brouillard. Il faut patienter jusqu'à ce que le brouillard se dissipe. » Julian Armitage eut un petit rire. « Et vous, monsieur, serez-vous notre lanterne dans cette obscurité ?» Le regard de Poirot se posa sur lui, fixe et sans ciller. « Peut-être, monsieur. Ou peut-être suis-je simplement celui qui voit là où les autres ne regardent pas. » Le médecin, toujours agenouillé près du corps, leva les yeux, soulagé. « Monsieur Poirot, votre présence est une grande chance. Je craignais que la police locale ne fasse une erreur et ne déclare l'accident. Mais voilà. » Il ajusta ses lunettes. « Voici la preuve évidente d'un coup porté par derrière. Vous pouvez le constater. » Poirot se pencha délicatement, évitant les rochers de mouillé, et examina la blessure avec le plus grand soin. Il ne la toucha pas, mais ses yeux se plissèrent sous l'intensité de son observation. Il finit par se relever. « Vous avez raison, docteur. Ce n'était pas un faux pas. Sir Edward a été frappé et puis, peut-être, est-il tombé. Mais c'est un meurtre, oui, c'est clair. » Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Lydia s'accrochait au bras de son mari en sanglotant. Le visage d'Helena Seabourn restait indéchiffrable, son éventail à la main, bien que le vent marin le rendît inutile. Les lèvres de Clara Vane remuaient silencieusement, comme pour prier. Poirot leva la main. « Mes amis, vous êtes ici tout bouleversés, naturellement. Mais nous devons agir avec ordre et méthode. La police doit être immédiatement prévenue. Jusqu'à son arrivée, personne ne quittera la maison ni le terrain. Jennings, vous y veillerez ?» Le majordome, pâle mais calme, s'inclina. « Tout de suite, monsieur. » Et, ajouta Poirot d'un ton plus vif, rien ne doit être dérangé. Chaque objet, chaque empreinte de pas peut parler si nous sommes disposés à l'écouter. Ils retournèrent lentement à la maison, le corps porté par les villageois avec une sombre précaution. De retour dans le salon, Poirot se posta près de l'âtre. Le feu s'était éteint, laissant derrière lui des cendres qui semblaient refléter la mort qui régnait désormais dans la maison. Poirot regarda autour de lui. « C'est toujours pareil, » dit-il doucement. Un mort, et soudain, la peur envahit l'atmosphère. La suspicion s'insinue comme un brouillard, envahissant chaque recoin.
Pourtant, nous ne devons pas nous laisser aveugler. Nous devons voir, nous devons réfléchir. Et surtout, nous devons utiliser nos petites cellules grises. Helena parla enfin à voix basse. « Monsieur Poirot, qu'allez-vous faire ?»« Je vais poser des questions, madame. Des questions à chacune d'entre vous, car c'est dans ce cercle que réside la vérité. L'ennemi de Sir Edward n'était pas loin. Ah non, il était ici, parmi nous. » Blackwood se hérissa. « Tu veux dire que l'un de nous est le meurtrier ?» Le regard de Poirot parcourut la pièce. « Mais naturellement. Les falaises sont abruptes, le brouillard épais. Un étranger ne pouvait passer inaperçu. Non, messieurs, mesdames, le meurtrier est là, et il nous observe en ce moment même. » Un silence pesant et oppressant s'installa. Chaque visage semblait crispé, chaque regard méfiant. Le regard de Poirot s'attarda sur Lydia, dont les doigts délicats tremblaient en serrant son mouchoir, sur Julian, dont le sourire était un peu trop insouciant, sur Clara Vane, dont le silence était aussi éloquent qu'un cri, sur le major Blackwood, fanfaron mais mal à l'aise, sur Helena, calme comme du marbre sculpté, sur le docteur Marbury, grave mais déterminé. Poirot hocha lentement la tête, comme satisfait. « Oui, je vois déjà qu'il y a beaucoup à considérer. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Jennings annonça d'une voix solennelle. « L'inspecteur Graves est arrivé, monsieur. » L'inspecteur entra, un homme grand et costaud à la mâchoire de bulldog. Il salua sèchement. « On m'a dit que c'était un meurtre. »« Et vous, monsieur, êtes Hercule Poirot ? Alors, nous allons vous écouter. Mais ne vous attendez pas à ce que je danse au rythme d'un étranger. » Poirot sourit sereinement. « Je vous demande simplement de la patience, inspecteur, car bientôt nous aurons assez de musique, la musique de la vérité. Et peut-être ne plaira-t-elle pas à tout le monde. » L'horloge sur la cheminée sonna 11 heures. Son carillon, froid et inexorable, marquait l'heure où la suspicion s'était installée à Seabourn House. Chapitre 4. Les questions commencent. L'inspecteur Graves se tenait droit devant le feu, les pieds écartés, les mains derrière le dos. Sa large carrure masquait le scintillement des flammes, comme une sentinelle immobile. « Eh bien, dit-il d'un ton bourru, si ce n'est pas un accident, il faut aller au fond des choses. Et vite, vous !» Il fit un signe de tête à Poirot. « Semblez avoir déjà pris votre décision. Meurtre, dites-vous. Alors, laissez-nous savoir ce que vous proposez. » Poirot inclina la tête avec une gracieuse précision. « Mais bien sûr, inspecteur, je ne propose que l'ordre, la méthode et la vérité. Chacun de ceux qui étaient dans cette maison hier soir nous dira ce qu'il a fait. Et quand. C'est le petit emploi du temps, vous comprenez? Sans lui, nous sommes comme un navire sans boussole. » Graves grogna. « L'horaire, hein? Très bien, commençons. » Il se tourna d'abord vers Lady Helena. Elle était assise bien droite sur sa chaise, l'éventail immobile, ses yeux sombres fixés sur l'inspecteur avec une expression qui reflétait davantage l'appréciation que la peur. « Je me suis retirée peu après 10 heures, dit-elle d'une voix douce et posée. Edward est resté à la bibliothèque. Je ne l'ai plus revu. J'ai dormi profondément. S'il y a eu du bruit cette nuit-là, je n'en ai pas été atteinte. »« Tu n'as rien entendu ? Pas de pas, pas de voix. »« Rien, répondit-elle. La maison est vieille, inspecteur. Elle émet beaucoup de craquements et de murmures. On ne les remarque plus. » Graves prit une note, puis se tourna vers le major Blackwood. « Moi ? J'étais au lit avant 10h30, déclara le major d'une voix forte. J'avais bu une longue journée de chasse. J'ai dormi comme un petit pain. Je me suis réveillé ce matin à 7 heures précises et je suis descendu déjeuner. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu n'es pas allé sur le sentier de la falaise ? Certainement pas. Poirot, délicatement assis au bord d'une chaise, leva un doigt. Pardon, Major, mais Jennings nous dit que la porte de la falaise n'était pas verrouillée. Ce n'est pas habituel, non? Avez-vous l'habitude de négliger les verrous et les serrures? Blackwood rougit. Je n'ai touché à aucune porte. Ceux qui sont sortis l'ont fait après mon coucher. Très bien, murmure Poirot. Lydia fut la suivante. Elle était pâle, les yeux rougis par les larmes. Le bras de Julian reposait sur ses épaules, protecteur, mais cela ressemblait plus à une mise en scène qu'à un geste de réconfort. « J'étais dans ma chambre, dit-elle doucement. Julian m'a fait la lecture un moment, puis je me suis endormie. Je ne sais pas à quelle heure. Je n'ai pas quitté ma chambre avant ce matin. » Julian sourit faiblement. « C'est exact. Ma femme dormait, et je suis resté éveillé à lire jusqu'à presque minuit. Puis je me suis couché moi aussi. Nous n'avons rien entendu. » Graves plissa les yeux. « Quel livre lisais-tu » Julian haussa les épaules. « Avec insouciance. Une anthologie de poésie moderne.
Vous pouvez la consulter si vous le souhaitez. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Ah, la poésie! Ce n'est pas toujours le compagnon le plus captivant à une heure pareille. Mais nous verrons bien. » C'était maintenant au tour de Clara Vane. Elle croisa fermement les mains sur ses genoux, les jointures pâles. Je suis resté dans ma chambre après avoir quitté le salon. J'ai écrit des lettres jusqu'à 11 heures, puis je me suis retiré. J'ai entendu minuit sonner, mais je ne me suis pas endormi tout de suite. Il y avait... Elle hésitait. Il y avait des pas dans le couloir, des pas légers et prudents. Ils passaient devant ma porte. J'ai trouvé cela étrange, mais je n'ai pas regardé dehors. Un silence s'abattit sur la pièce. Poirot se pencha. « Vous en êtes certaine, mademoiselle ? À quelle heure exactement ? » « Il devait être un peu plus de minuit, » dit-elle fermement. L'horloge venait à peine de sonner. L'inspecteur Graves nota cela rapidement, les yeux plissés. « Et vous ne pouvez pas dire à qui appartiennent les pas ? » ?»« Non, inspecteur. Elles étaient trop molles. Mais je suis certain qu'elles n'appartenaient pas à Sir Edward. Il marchait lourdement. » Poirot s'inclina légèrement. « Merci, mademoiselle. Vous avez l'oreille attentive. C'est bien. » Enfin, le docteur Marbury. Il était assis, calme, les mains jointes. Je ne peux que répéter ce que j'ai dit. J'ai été appelé avant l'aube pour soigner un patient du village. Je suis revenu après le lever du soleil, trouvant la maisonnée déjà en alerte. « Tu es parti par quelle porte ?» demanda vivement Poirot. « Le front, » répondit Marbury. « Jennings peut confirmer. Il m'a réadmis à mon retour. » Le majordome inclina la tête. « C'est exact, monsieur. » L'inspecteur Graves referma son carnet d'un coup sec. « Alors, chacun a son alibi en quelque sorte, mais l'un d'entre vous ment. L'un d'entre vous a marché sur la falaise dans le brouillard et a abattu Sir Edward. » Julian rit doucement. « Et comment comptez-vous trouver lequel, inspecteur ? Nous mettre tous en cellule et voir qui proteste le plus fort. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Non, monsieur. Je trouverai la vérité par l'observation, par la psychologie, par ces mêmes choses que vous méprisez. Il y a déjà de petites choses, si petites, qui m'en disent long. Pourquoi le gant est-il tombé sur l'escalier ? Pourquoi les pas étaient-ils si légers ? Pourquoi l'un parle-t-il trop, l'autre pas assez ? Telles sont les questions. » Il se leva, effleurant une tache imaginaire de sa manche immaculée. « Tu me pardonneras si je regarde autour de moi avec mes petits yeux, n'est-ce pas ? Il y a toujours des objets qui restent silencieux, mais qui ne mentent pas. Et Hercule Poirot, il sait les faire parler. » Sur ce, il s'engagea dans le couloir, laissant derrière lui une pièce chargée de suspicion, chaque visage tourné vers l'intérieur, chaque esprit rongé par cette terrible pensée. L'un de nous est un meurtrier. Chapitre 5. Les fausses pistes. Les heures matinales s'écoulaient sous l'épais voile du brouillard. On aurait dit que la mer elle-même avait conspiré pour dissimuler toute vérité dans ses plis gris. Pourtant, à Seaborn House, la lumière et l'ombre jouaient leur propre jeu perfide sur les visages inquiets et les confidences murmurées. Poirot avait commencé son tour méthodique de la maison. Il se déplaçait avec sa précision habituelle, scrutant les recoins, inspectant les loquets, s'arrêtant devant chaque objet avec l'air de quelqu'un qui accorde une importance capitale à la moindre allumette. L'inspecteur Graves le suivait à une distance pesante, carnet à la main, sa patience mise à rude épreuve par l'irritabilité de l'étranger. « Vraiment, monsieur, » grogna-t-il à un moment donné, « à quoi bon examiner une cheminée alors que l'homme a été tué sur les falaises ?» Les moustaches de Poirot tressaillirent d'un léger amusement. « Mon cher inspecteur, c'est toujours pareil. On ne regarde que là où le coup a été porté. Mais un meurtre, ce n'est pas seulement dans l'acte, c'est dans la préparation, dans les petites traces laissées. Un homme peut mentir, une femme peut tromper, mais la cendre, la poussière, les fines fibres, ce sont des témoins fidèles. » Graves grogna, peu convaincu. Pourtant, lorsque Poirot se baissa pour arracher du tapis un petit fil de laine verte et l'examiner d'un œil perçant, l'inspecteur se pencha malgré lui. « C'est du tricot de mademoiselle Vane, n'est-ce pas ?» songea Poirot à voix haute. « Mais comment se fait-il qu'elle soit ici, dans la bibliothèque, alors qu'elle a juré qu'elle prenait sa retraite tôt ? Curieux, très curieux. » L'inspecteur griffonnait furieusement, son expression sombre. À midi, Poirot avait de nouveau convoqué la compagnie au salon. L'atmosphère était tendue, fragile comme du verre. Dehors, le grondement de la mer était incessant, comme un écho à l'agitation intérieure. Poirot s'adressa à eux avec une gravité tranquille. « Mesdames et messieurs, la situation se clarifie peu à peu. Déjà, nous percevons des contradictions. Par exemple, Miss Vane n'entendait pas à minuit,
tandis que d'autres jurent avoir dormi tranquillement. Un gant est tombé là où il ne devrait pas être. Et maintenant, maintenant, je trouve un petit fil de laine là où il ne devrait pas être. Clara Vann sursauta visiblement. « Mais monsieur, je jure que je n'ai pas quitté ma chambre. » Poirot leva une main délicate. « Je n'accuse pas, mademoiselle. Je constate simplement. » La laine se déplace, peut-être sur une manchette, sur une chaussure. La vérité éclatera avec le temps. La voix de Julian trancha, douce et moqueuse. « Si vous voulez mon avis, inspecteur, le bon docteur est trop prompt à prononcer un meurtre. N'est-ce pas lui qui a le plus à gagner? La parole d'un médecin a du poids, n'est-ce pas? Il pourrait si facilement nous induire en erreur. » Le visage pâle du docteur Marbury s'empourpra d'indignation. « C'est une suggestion scandaleuse. Mon devoir professionnel m'oblige à exposer les faits tels qu'ils sont. Et le fait demeure, Sir Edward a été frappé. » Le major Blackwood saisit l'occasion d'une voix tonitruante. « Je l'ai déjà dit et je le répète. L'homme qui voulait vendre le domaine est le coupable. Edward nous a dit hier soir qu'il avait arrangé la vente. À qui profite le plus? Eh bien, Helena. Avec son bon goût et ses airs, elle a dû le presser. Devant son refus, elle a pris les choses en main. » L'éventail de Lady Helena s'ouvrit brusquement, ses yeux sombres lançant une lueur dangereuse. « Vous m'insultez, Major. Les décisions d'Edward lui appartenaient. Je n'avais nul besoin de le persuader, ni de le faire taire. Mais peut-être... » Son regard se tourna comme une lame. « Est-ce vous qui protestez trop bruyamment? Vous qui risquiez de perdre vos droits de chasse et les terres qui vous sont si chères? N'est-ce pas un motif suffisant? » La salle explosa d'accusations croisées, les voix aiguës de peur et de colère. Lydia s'accrocha de nouveau au bras de Julian, ses sanglots ponctuant le tumulte. Jennings apparut discrètement à la porte, puis se retira, peu désireux de s'immiscer dans une telle tempête. Seul Poirot demeurait serein, les yeux mi-clos, les doigts serrés. Il finit par élever la voix, calme et pourtant autoritaire. « Assez. C'est le théâtre, la pièce où chacun cherche à faire passer l'autre pour le méchant. Mais Hercule Poirot, il ne se laisse pas aller à l'évidence, non. Il regarde sous le masque. » La clameur s'apaisa à contre-cœur. Poirot tourna son regard vers Julian. « Vous, monsieur, vous accusez le docteur. Et pourtant vous qui avez lu de la poésie jusqu'à minuit pendant que votre femme dormait, n'avez-vous pas trouvé le brouillard propice à la promenade? Les falaises sont si romantiques, n'est-ce pas? » Le sourire de Julian fut bref, mais une lueur, du malaise peut-être, traversa son visage. « Vous me donnez trop de crédit pour mes sentiments, monsieur. » Le regard de Poirot s'attarda encore un instant avant de se porter sur Helena, Blackwood, puis Clara. Chacune d'elles, tour à tour, se déplaçait avec inquiétude sous son regard. Puis Poirot s'inclina légèrement. « Je vous remercie de votre franchise. Nous allons continuer. La vérité, elle vient lentement, comme la marée. Mais elle vient, mes amis. Elle vient toujours. » Alors que la compagnie se dispersait, des murmures emplissaient les couloirs. Chacun s'accrochait à ses propres soupçons, chacun observant les autres avec une peur nouvelle, plus vive encore. Le brouillard ne s'était pas dissipé. Au contraire, il semblait se resserrer, enveloppant Seabourn House de son étreinte froide. Et quelque part dans ses profondeurs, le meurtrier se déplaçait sans être vu, confiant pour l'instant derrière le rideau de mensonges. Chapitre 6. L'indice en détail. La lumière de l'après-midi filtrait faiblement à travers le voile de brouillard, pâle et incertain, baignant les couloirs de Seabourn House d'une lueur fantomatique. Poirot, ses chaussures terci vernies claquant doucement sur le sol de pierre, se déplaçait de pièce en pièce avec la concentration silencieuse d'un collectionneur examinant ses trésors. Derrière lui, l'inspecteur Graves marchait péniblement, semblant perpétuellement partagé entre l'irritation et le respect réticent. C'est dans la bibliothèque que Poirot s'arrêta le plus longtemps. Le grand bureau en chêne portait encore les papiers de Sir Edward. Des piles de documents juridiques noués d'un ruban, un stylo-plume décapsulé et, à côté, un verre en cristal à moitié vidé de son cognac. Poirot se pencha sur le bureau, les yeux plissés. « Regardez, inspecteur, murmura-t-il. Ce ruban, voyez comme il est noué à la hâte, le nœud irrégulier, pas comme un homme d'ordre comme Sir Edward le laisserait. Et là, sur le buvard, voyez-vous ?» Graves se pencha. « Des taches d'encre. Qu'est-ce que c'est ?» Le doigt de Poirot traça délicatement les marques. « Pas des taches, inspecteur. Des mots effacés à la hâte, comme si l'on craignait qu'ils ne soient lus. Si l'on tient la page contre la vitre. » Il souleva le buvard, le tourna vers la lumière
et apparut faiblement l'impression inversée d'une ligne écrite d'une écriture grasse. « Je ne peux pas lui faire confiance, dangereux. Il faut agir immédiatement. » Graves siffla doucement. « Bon, c'est réglé, n'est-ce pas? Sir Edward soupçonnait quelqu'un ici de lui vouloir du mal. Il allait agir et le type a frappé le premier. » Poirot sourit faiblement. « Cela nous en dit long et pourtant très peu. Lui pourrait être n'importe quel gentleman de la maison, et peut-être même est-ce écrit comme un aveugle. Ah, mais la psychologie, elle se révèle toujours. » Il se tourna alors vers le verre de cognac. Le soulevant délicatement par le bord, il le renifla délicatement, puis le reposa. « Il y a une légère amertume, inspecteur. L'odeur ne provient pas uniquement de l'eau de vie pure. Sir Edward l'a-t-il bu volontairement? Ou lui a-t-on imposé? Il faut se renseigner. » Leur enquête fut interrompue par Jennings, qui entra discrètement, la voix basse. « Je vous prie de m'excuser, messieurs, mais Madame Armitage requiert votre présence. Elle est très agitée. » Ils trouvèrent Lydia dans le petit salon, le visage pâle, les mains crispées sur ses genoux. Julian se tenait à proximité, l'expression mêlant inquiétude et impatience. « Monsieur Poirot, » s'écria Lydia, « vous devez m'écouter. Je me suis souvenu de quelque chose. Quelque chose que je n'avais pas dit plus tôt. Hier soir, après m'être couché, j'ai entendu des voix dans le couloir. Pas seulement des pas, mais des voix. Une voix d'homme, basse mais furieuse, et la réponse d'un autre. Je n'ai pas entendu les mots, seulement le ton. Et puis, une porte s'est refermée brusquement. La main de Julian se posa sur son épaule. « Lydia, tu t'imagines des choses. Tu étais à moitié endormie. Tu ne devrais pas t'inquiéter davantage. » Mais les yeux de Poirot brillèrent. « Non, madame, c'est très important. À quelle heure était-ce? » « Juste après minuit, murmura-t-elle. « J'en suis sûre. » Poirot inclina gravement la tête. « Alors, à minuit, mademoiselle V n'entendait pas. Et vous, madame, vous entendez des voix. C'est très intriguant, n'est-ce pas? » Julian rit d'un rire insouciant. « Vous ferez un drame d'ombres et de murmures, monsieur. »« Parfois, monsieur, » répondit doucement Poirot, « c'est l'ombre qui révèle l'homme. » Plus tard, Poirot retourna seul à la bibliothèque. Il examina à nouveau les objets, son regard s'arrêtant sur un petit chandelier posé sur la cheminée. Il était en laiton massif, le bord légèrement bosselé, comme s'il avait été utilisé avec force. Poirot le souleva, le soupesa délicatement dans sa main et murmura « Une arme, peut-être. Oui, c'est possible. » Il le remit soigneusement en place et recula, les doigts serrés. La scène s'assemblait pièce par pièce, mais le tableau restait incomplet. Ce soir-là, alors que les invités se retrouvaient au salon, l'atmosphère était à la fois tendue et calme. Un épais brouillard s'accumulait contre les fenêtres, étouffant le fracas des vagues en contrebas. Poirot se tenait devant eux, sa petite silhouette imposante malgré sa délicatesse. « Mesdames et messieurs, dit-il, il y a 3 points importants. Premièrement, le brandy qui a peut-être été trafiqué. Deuxièmement, le buvard qui évoque une peur, une méfiance, une action à entreprendre. Troisièmement, les pas et les voix à minuit. Déjà, voyez-vous, le schéma se dessine. Quelqu'un parmi vous s'est disputé avec Sir Edward, quelqu'un l'a frappé, et quelqu'un, son regard les parcourut lentement, cherche en ce moment même à détourner les soupçons par des mensonges astucieux. » L'éventail de Lady Helena s'immobilisa. Le major Blackwood s'agita, mal à l'aise. Le sourire de Julian se durcit. Le tricot de Clara Vane gisait oublié sur ses genoux. Le docteur Marbury polissait ses lunettes d'une main tremblante. Poirot leva le doigt. Un détail, si petit, et pourtant il trahit tout. Et bientôt, mes amis, il désignera directement la main coupable. L'horloge sonna 8 heures, son carillon résonnant dans le silence. Dehors, le phare brilla brièvement dans le brouillard, sa lumière incertaine, vacillante, comme s'il reflétait la clarté fragile que seul Poirot commençait à saisir. Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. Le brouillard ne se leva pas le lendemain matin. Il s'épaissit plutôt, formant de pâles volutes autour des sentiers de la falaise, étouffant même le fracas de la mer. À Seabourn House, l'atmosphère était encore plus pesante. Plus aucun rire ne résonnait dans les couloirs, plus aucune salutation désinvolte. Les domestiques se déplacèrent à pas feutrés, l'air anxieux, et les invités évitèrent le regard dans le salon. Poirot, cependant, semblait parfaitement serein. Il entra avec sa propreté habituelle, moustache impeccable, chaussures étincelantes, chaque bouton de son costume parfaitement aligné.
On aurait dit un homme s'apprêtant à prendre le thé dans un hôtel londonien chic plutôt qu'un homme au cœur d'un meurtre. « Mes amis, dit-il gaiement, nous continuons aujourd'hui. Nous avons déjà les murmures de la nuit, le buvard qui en dit trop, l'eau de vie qui en a trop peu le goût. Et pourtant, il y a plus. Il y a toujours plus. » L'inspecteur Graves remua sa lourde carrure sur une chaise. « Si vous avez quelque chose de concret, allez-y. Ces gens en ont assez de vos énigmes. » Les yeux sombres de Poirot pétillèrent. « Ah, mais les énigmes sont la clé, inspecteur. Si nous ne voyons pas les petites contradictions, nous passons à côté de la vérité. Alors, examinons les choses de plus près. » Il se tourna vers Clara Vale, assise, son tricot intact sur ses genoux. « Mademoiselle, hier, vous avez parlé de pas après minuit. Aujourd'hui, j'ai parlé à une des femmes de chambre, Lucie, la femme de chambre. Elle jure vous avoir vu descendre l'escalier de service à cette heure précise. Qu'en dites-vous » Clara devint rouge écarlate, les mains tremblantes. « Je suis juste descendue chercher un livre sur l'étagère de la salle de classe. Je n'ai pas pu dormir. Il n'y avait rien de sinistre là-dedans. Pourtant, vous avez dit auparavant que vous n'aviez pas quitté votre chambre, lui rappela doucement Poirot. Alors, pourquoi dissimuler une mission aussi simple ? Ses lèvres tremblaient, mais elle ne dit rien de plus. La voix grave du major rompit le silence. Et voilà. Elle s'est éclipsée, peut-être pour rencontrer Sir Édouard, et lorsqu'il lui a refusé une faveur. Mais Poirot leva la main. Non, major, on ne saute pas si vite. Pourtant, cette dissimulation, ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Il se tourna ensuite vers Julian Armitage. Monsieur, vous aussi devez répondre. Vous dites lire de la poésie jusqu'à minuit. Pourtant, la femme de chambre qui a préparé votre lit n'a trouvé aucun livre sur la table, aucune lampe allumée. Elle dit que la chambre était plongée dans l'obscurité bien avant minuit. Le sourire de Julian fut vif, même si ses yeux vacillèrent. La bonne se trompe, ou peut-être que ma femme a déplacé le livre pendant que je dormais. Lydia leva soudain les yeux, la détresse visible sur son visage. Julian, je n'ai rien fait de tel. Quand je me suis réveillé cette nuit, le livre avait disparu. J'ai supposé que tu l'avais mis de côté. La main de Julian se serra sur la sienne, presque douloureusement. Tu rêvais, ma chère. Tu ne sais pas ce que tu as vu. Le regard de Poirot s'attarda sur lui. La vérité, c'est comme l'huile sur l'eau. Elle finit toujours par remonter. On verra bien. Lady Helena s'agita, sa voix calme tranchant la tension. Si nous devons parler de dissimulation, monsieur Poirot, n'oublions pas mon beau-frère. Tous les regards se tournèrent là vers elle. Elle les accueillit avec un calme absolu. Harold Blackwood, vous prétendez avoir dormi profondément de 10h30 jusqu'au matin. Pourtant vos bottes, Major, racontent une toute autre histoire. Elles étaient quasi couvertes de boue ce matin, la boue du sentier de la falaise. Un murmure de stupeur parcourut la pièce. Blackwood bondit sur ses pieds, le visage rouge. « C'est un mensonge. Je suis sorti à l'aube, certes, pour me changer les idées, mais pas avant. Maudite sois-tu, Helena, pour avoir déformé les faits. » La voix de Poirot était très douce. « Alors, vous avez bel et bien emprunté le sentier de la falaise, et vous avez choisi de ne pas le dire. Encore un mensonge, Major. » Le silence qui suivit fut comme une lame dégainée. Chacun avait menti, dans une certaine mesure. Chacun avait dissimulé, détourné, déformé sa version des faits. Et dans ces mensonges, Poirot le savait, se trouvait la voie de la vérité. Il se releva brusquement, les mains jointes dans le dos. Il y a une chose que vous devez tous comprendre. Lorsqu'un homme est assassiné, ce n'est pas seulement le meurtrier qui ment. Ce sont les autres aussi, chacun pour ses propres raisons. L'orgueil, la honte, la vanité, la peur. Mais ces mensonges sont comme des galets sur la plage. Quand la vague de vérité déferle, elle les emporte, et seul le gros rocher, le meurtre lui-même, demeure. L'horloge du parquet sonna le quart d'heure, solennelle et lente. Personne ne parla. Chacun semblait enfermé dans son propre monde secret. Poirot jeta un coup d'œil vers la fenêtre au rideau, où le brouillard se refermait. « Ah, mes amis, murmura-t-il, bientôt la marée montera. Et puis... » Il se tapota doucement la tempe. « Les petites cellules grises nous diront tout. » Chapitre 8. Le tournant émotionnel. Le soir tombait à nouveau, les lampes luisant faiblement dans le brouillard suffocant qui enveloppait Seabourn House comme un linceul. Le dîner avait été tendu, les conversations guindées, interrompues par des regards perçants
et le frottement de l'argenterie sur la porcelaine. Personne ne s'attarda ensuite. Un à un, les invités s'étaient retirés dans le salon, où Poirot se tenait maintenant près de la cheminée, les doigts serrés, le regard fixé sur les flammes vacillantes. L'inspecteur Graves rôdait sans relâche dans la pièce, tel un animal en cage, marmonnant des propos incessants sur le temps perdu et les méthodes étrangères. Pourtant, même lui semblait abattu, car la tension ambiante était devenue insupportable. Le silence entre les invités était lourd de suspicion. On aurait dit qu'un souffle pouvait le faire voler en éclats et se transformer en accusation ouverte. Ce fut Lydia Armitage qui céda la première. Elle resta figée sur le canapé, les mains tordant la dentelle de son mouchoir jusqu'à ce qu'elle se déchire. Finalement, elle poussa un cri, mi-sanglot, mi-exclamation. « Je ne peux pas le supporter, je ne peux pas. Ce silence me tue plus que n'importe quel coup sur la tête. Monsieur Poirot, je dois parler. Je dois vous dire ce que je sais. » Julian se retourna brusquement, la main agrippant au bras de Lydia. « Lydia, réfléchis bien. » Mais elle s'écarta de lui, les yeux brillants de fièvre. « Non, Julian. Je ne peux pas continuer à le cacher. Je ne vous l'ai pas dit hier, monsieur, mais j'ai vu... Oh, Dieu me vienne en aide. J'ai vu mon mari quitter notre chambre peu après minuit. Il m'a dit qu'il était agité, mais quand je lui ai demandé où il était allé, il n'a pas répondu. Et quand il est revenu, ses manchettes étaient humides, comme à cause du brouillard. J'avais peur de parler, peur de croire ce que cela pouvait signifier. Mais maintenant, je dois vous le dire. » La salle sembla se contracter autour de ces paroles. Le visage de Julian s'assombrit. Son charme, son élégance s'évanouirent en un instant. « Lydia, dit-il durement, tu rêvais, tu imagines des choses dans ton hystérie. Tu te déshonores avec ces chimères. » La voix de Poirot, calme et précise, perça. « Non, monsieur, ce n'est pas une fantaisie. Madame parle avec la terreur de quelqu'un qui a gardé un secret trop longtemps. C'est la vérité. » Julian se leva d'un bond. « Et si je sortais? Est-ce un crime de respirer l'air marin, de marcher sur ses propres terres? Tu ne feras pas de moi un assassin parce que ma femme interprète mal une promenade. » Le poing du major Blackwood s'écrasa sur la table. « Je l'ai déjà dit. Voilà notre homme. Il s'est faufilé dans le brouillard, s'est disputé avec Édouard et l'a abattu. » Julian se tourna vers lui, le regard flamboyant. « Et vous, monsieur, vous qui avez arpenté le sentier de la falaise et menti jusqu'à ce que ma belle-sœur vous dénonce, s'il y a de la culpabilité dans cette pièce, elle est inscrite sur votre visage rouge. »« Menteur !» hurla Blackwood en avançant d'un pas. « Je n'ai jamais levé la main sur Edward. » La voix froide de Lady Helena résonna soudain clairement, tranchant la tempête. « Assez, tous les deux. Cette dispute ne convainc personne. Mais sachez ceci. Edward m'a dit la semaine dernière qu'il vous soupçonnait, Julian. Il a dit que vos dettes s'étaient encore accrues et que vous lui aviez demandé de l'argent. Il a refusé. Et maintenant, il est mort. » L'expression de Julian se figea. L'espace d'un instant, il sembla que son masque était tombé, ne laissant derrière lui que la dureté calculatrice. Puis, brusquement, trop brusquement, son charmant sourire réapparut. « Vous vous trompez, Lady Helena. Edward et moi nous comprenions parfaitement. C'est vous qui déformez ses propos à votre guise. » L'éventail d'Helena se referma brusquement. « Peut-être, mais ce n'est pas moi qui ai quitté la maison ce soir-là. » Le silence qui suivit fut insupportable. Lydia pleurait à chaudes larmes, tandis que Clara Vane, le visage tiré et pâle, fixait non pas Julian, mais le sol comme si un tourment intime la consumait. Poirot les observa tous d'un regard fixe et pénétrant, puis parla doucement. « Alors, les mensonges s'effondrent, un à un, les masques tombent. Bientôt le silence ne sera plus un refuge. » Il s'avança vers Clara d'un ton doux. « Mademoiselle, vous aussi, vous cachez quelque chose. Je le vois dans vos yeux, dans votre silence. Vous avez peur de parler, et pourtant, cela vous libérera. » Les lèvres de Clara remuèrent, mais aucun son n'en sortit. Finalement, elle murmura. « Je l'ai vu aussi. J'ai vu Julian sur l'escalier qui mène à la falaise. Il portait quelque chose de lourd. Je n'osais pas le suivre. Je me disais que ce n'était rien. Mais maintenant, je ne peux pas le garder pour moi. » Julian laissa échapper un rire cassant et peu convaincant. Commode, n'est-ce pas? Deux femmes nerveuses, toutes deux impatientes de reporter leur peur sur moi. Et vous, monsieur l'inspecteur, vous les encouragez, vous déformez leurs propos. Poirot secoua doucement la tête. « Non, monsieur, je ne déforme rien. J'écoute.
Et toujours, à la fin, la vérité éclate. L'horloge du parquet sonna 9 heures, ses notes sonores résonnant dans le silence pesant. Lydia enfouit son visage dans ses mains. Blackwood marmonna dans sa barbe. Les yeux d'Helena brillèrent d'une lueur froide. Clara trembla. Et Poirot, serein au milieu de la tempête, murmura comme pour lui-même « Oui, il est presque temps. La vérité, c'est qu'elle est prête à entrer dans la lumière. » Chapitre 9. Le piège. Ce fut le lendemain soir que Poirot annonça, avec une révérence des plus délicates, qu'il requérait la présence de tous à Seaborn House dans le salon. Le brouillard persistait encore sur les falaises, enveloppant la vieille maison de son manteau fantomatique, et les lampes avaient été allumées tôt, leur lueur chaude mais insuffisante pour dissiper le froid qui semblait s'être emparé de tous les cœurs. L'inspecteur Graves se tenait près de la cheminée, la mâchoire serrée, les yeux plissés de suspicion à chaque visage rassemblé. Il commençait à croire que les méthodes de Poirot, aussi étranges soient-elles, pourraient enfin porter leurs fruits. La compagnie entra à contre-cœur. Lady Helena, royale et froide. Le major Blackwood, agité et impatient. Lydia, pâle et tremblante. Julian Armitage, portant encore ce charme fragile comme une armure. Clara Vane, calme et soumise. Et le docteur Marbury, grave et vigilant. Chacun portait le poids de jours passés sous le coup de la suspicion, et chacun semblait tendu comme une corde d'arc. Poirot, impeccable comme toujours, prit place devant eux. Sa voix, lorsqu'il parla, était douce, presque tendre. « Mesdames et messieurs, ce soir, nous allons mener une petite expérience. Je n'accuserai personne, je ne pointerai pas du doigt. Au contraire, j'inviterai la vérité à se révéler. » Julian eut un petit rire. « Encore du théâtre, monsieur Poirot ?» Les yeux de Poirot pétillèrent. « Mais oui, monsieur. Pour un meurtre, c'est un drame, n'est-ce pas? Le rideau se lève, il y a la querelle, le crime, la dissimulation. Et à la fin, la révélation. Ce soir, nous levons le rideau. » Il se tourna vers Jennings, discrètement appelé. « Jennings, auriez-vous l'amabilité d'apporter le chandelier de la bibliothèque ?» Le majordome obéit et posa sur la table le lourd chandelier en laiton, que Poirot avait examiné auparavant. Poirot le toucha légèrement, puis regarda autour de lui. Je crois que c'était l'arme. Son tranchant cabossé parle de lui-même. On l'a soulevé, abaissé avec force, puis reposé, avec trop de précaution, sur la cheminée. Mais dans la précipitation, un détail a été oublié. Il sortit de sa poche un mouchoir plié. Sur le chandelier, j'ai trouvé une légère trace de tache. Pas du sang, non, de la laine verte, la laine même du tricot de mademoiselle Vane. Clara haleta, le visage blêmi. Mais je n'ai jamais touché. Poirot leva la main. Du calme, mademoiselle. Je ne dis pas que vous l'avez brandi. Non, cela nous indique seulement que quelqu'un a effleuré votre ouvrage. Peut-être portait-il un fil sur sa manchette. Et cela, mes amis, restreint le champ des possibles. Il se rapprocha de Julian. Car c'est vous, monsieur, qui vous êtes penché près de Miss Vane dans le salon ce soir-là, vous penchant pour la complimenter sur ses talents domestiques. Vous avez emporté un fil sur votre manche, et lorsque vous avez frappé Sir Edward, il vous a trahi. Le sourire de Julian s'effaça. Son regard parcourut rapidement la pièce, puis se posa sur Lydia, assise, figée, les lèvres entr'ouvertes d'horreur. « Absurde !» dit-il d'une voix rauque. « Une coïncidence, rien de plus. » La voix de Poirot s'aiguisa. « Non, monsieur. Il y a plus. Le gant sur l'escalier. Il n'est pas tombé par accident. Il a été placé là pour suggérer que Sir Edward lui-même descendait vers le phare. Mais c'était trop soigné, trop artificiel. Et vous, monsieur, vous êtes trop malin. Vous avez mis en scène sa mort pour faire croire à une... Chut !» La pièce était parfaitement silencieuse. Même le grondement régulier de la mer en contrebas semblait s'éloigner, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Le regard de Poirot parcourut l'assistance. « Mais dites-moi, pourquoi un homme tue-t-il ? L'argent, la jalousie, la peur. Dans ce cas précis, c'était l'argent. Sir Edward avait une fois de plus refusé de payer vos dettes, Julian. Il avait l'intention de vendre le domaine pour mettre fin à votre dépendance. Et c'est ainsi que vous avez agi. » Le masque de Julian tomba complètement. Son visage se durcit, son regard froid. « Tu parles de dettes, Poirot ? Tu ne sais rien. »« Edward ? Edward m'a ruiné bien avant cette nuit. Il m'a poussé dans des retranchements dont je ne pouvais échapper. Il méritait... Julian !» Le cri de Lydia la frappa, rauque et brisée. Elle s'accrocha à lui, mais il la repoussa d'un geste violent. Poirot leva la main, imposant le silence. « Non, monsieur. Cet homme mérite peut-être la ruine, le mépris, la haine,
Mais la mort? Non. Un meurtre est toujours injustifiable, et ces petites cellules grises, elles révéleront la vérité au monde. L'inspecteur Graves s'avança, la main posée sur l'épaule de Julian, mais Poirot leva à nouveau le doigt. « Attendez, inspecteur, il reste un dernier acte à jouer. Car si M. Julian a porté le coup, il reste encore une autre personne à parler, quelqu'un qui en sait plus qu'elle ne l'a admis. » Son regard se tourna lentement, inexorablement, vers Clara Vane. Elle se contracta sous lui, les lèvres tremblantes. La voix de Poirot était douce, mais d'une force d'acier. « Mademoiselle, vous avez vu plus que ce que vous nous avez dit. Vous craignez ce que cela pourrait signifier, et vous êtes donc restée silencieuse. Mais maintenant, le moment est venu. Racontez-nous ce que vous avez vu dans l'escalier cette nuit-là. » La pièce sembla se refermer sur elle. Tous les regards étaient rivés sur Clara tandis qu'elle se levait, oscillant légèrement, les mains serrées. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était à peine plus qu'un murmure. « J'ai vu Julian. Oui, il portait le chandelier, mais... » Elle s'interrompit, son regard se portant sur Lady Helena. « J'ai vu quelqu'un d'autre aussi. Quelqu'un qui a suivi une fois Julian descendu. J'ai vu Lady Helena. » Le silence qui suivit fut absolu. Les yeux de Poirot brillèrent. Enfin, le second rideau se lève. Chapitre 10. La révélation. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres agitées sur les murs lambrissés de Seabourn House. L'assemblée était assise, figée, osant à peine respirer, tandis que les mots murmurés par Clara résonnèrent dans l'air. « J'ai vu Lady Helena. » Lady Helena elle-même ne broncha pas. Elle était assise avec la même prestance immaculée que d'habitude, son collier de perles brillant doucement à la lumière de la lampe, son éventail fermé sur ses genoux. Seuls ses yeux trahissaient la vie, sombres, vigilants, calculateurs. La voix de Poirot, calme et assurée, emplit le silence. Oui, enfin, la vérité émerge du brouillard. Julian Armitage a porté le coup qui a abattu Sir Edward, mais Lady Helena, elle l'a suivi. Et c'est dans ce deuxième acte, mes amis, que le meurtre est pleinement révélé. Julian eut un rire bref et rauque. Alors maintenant, vous nous accusez tous les deux? Pratique, monsieur, pour partager la faute entre deux. Pas diviser, monsieur, corrigea Poirot en levant un doigt. Clarifier. Désespéré, vous avez frappé Édouard avec le chandelier, mais vous ne l'avez pas tué sur le coup. La blessure l'a assommé, certes, mais il lui restait la vie. Vous avez fui, croyant le crime accompli, laissant derrière vous le gant mis en scène, la trace de la tromperie. Et puis, Lady Helena est arrivée. Tous les regards se tournèrent d'Ace vers elle. Les lèvres d'Helena se courbèrent légèrement. Une histoire pleine d'imagination, monsieur Poirot. Non, madame, une histoire déjà écrite. Songez-y. Le corps de Sir Edward a été retrouvé sur les rochers en contrebas. Pourtant, la blessure à elle seule n'aurait pas pu provoquer une telle chute. Non, quelqu'un a dû veiller à ce qu'il tombe par-dessus bord. Et qui de mieux placé que l'épouse qui héritait du peu qui lui restait de fortune, l'épouse qui masquait l'acier par sa gentillesse. L'éventail d'Helena s'ouvrit brusquement, puis se referma dans un craquement sec. Elle ne dit toujours rien. Poirot continua, implacable. « C'est vous, madame, qui avez suivi Julian dans l'escalier. Vous avez vu ce qu'il avait fait, et vous avez saisi l'occasion. D'une seule poussée, d'un seul acte terrible, vous avez assuré qu'Edward ne se relèverait jamais. Et à votre retour, vous n'avez rien dit, car sa mort vous convenait. La vente du domaine n'aurait pas lieu. Le contrôle, l'argent, la liberté seraient à vous. » Lydia laissa échapper un halètement. Blackwood marmonna un juron. Clara serra les mains, les yeux fixés sur Helena. Le docteur Marbury prit enfin la parole à voix basse. « Cela explique les ecchymoses que j'ai remarquées, la forme d'une chute, certes, mais la force d'un coup délibéré. Je m'en doutais, mais je n'osais pas le nommer. » Helena inclina la tête, comme pour lui témoigner sa reconnaissance. « Très intelligent, monsieur Poirot. Vous voyez beaucoup de choses. Mais dites-moi, quelles preuves avez-vous? Des mots? Des murmures? La mémoire d'une secrétaire nerveuse? Cela ne tiendra pas devant un tribunal. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Mais, madame, il y a plus. » Dans le bureau de Sir Edward, sur le buvard, se trouvaient-ils les mots qu'il avait écrits à la hâte. Je ne peux pas lui faire confiance. Dangereux. Il faut agir immédiatement. Il a parlé de Julien, oui. Mais sur la même page, à peine effacée et à moitié effacée, se trouvait une autre ligne. Même Helena. Il avait commencé à te soupçonner aussi. Il voyait peut-être trop clairement l'ambition derrière ton sourire.
Les yeux d'Helena brillèrent, mais Poirot continua. Et puis, le verre de cognac. Il portait une légère trace d'amertume. Sir Edward but, ignorant que sa propre femme avait trafiqué le breuvage, suffisamment pour l'affaiblir, le rendre vulnérable lorsque Julian frappa. Le chandelier, la chute, ce n'était que la fin de ce que vous aviez commencé. Le silence était profond, pesant comme la pierre. Enfin, la voix d'Helena se fit entendre, basse et assurée. « Et si je le faisais ?» Et alors ? Edward était un tyran, un homme qui écrasait tout sous sa volonté. Il aurait tout vendu, nous aurait laissés ruinés, nous aurait chassés comme des mendiants. Il se croyait maître, mais il était aveugle. J'ai fait le nécessaire. Lydia poussa un cri se couvrant le visage. Julian fixa Helena avec un mélange de fureur et d'admiration. Le major Blackwood jura de nouveau, les poings serrés. Poirot inclina légèrement la tête. « Vous vous justifiez, madame, comme tout le monde. Mais la justice, elle ne vous appartient pas. Le meurtre laisse toujours une petite trace, et à la fin, il trahit même le plus malin. » L'inspecteur Graves s'avança d'un air sombre. « Lady Helena Seaborn, Julian Armitage, vous êtes tous deux en état d'arrestation. Vous répondrez de vos actes devant la couronne. » Julian haussa les épaules, son charme se transformant en amertume. Helena se leva, la tête haute, sa dignité inébranlable, comme si elle se dirigeait vers une salle de bal plutôt que vers un jugement. Poirot les suivit du regard tandis qu'on les emmenait, le regard pensif. Puis il se tourna vers les autres, d'un ton plus doux. « C'est fini. La maison ne sera plus assombrie par la peur. Mais rappelez-vous, en vérité, elle est comme la lumière d'un phare. Aussi épais que soit le brouillard, aussi sombre que soit la nuit, elle brillera toujours, toujours. » L'horloge du grand-père sonna l'heure. Dehors, le brouillard commençait enfin à se dissiper, et au loin, sur la mer sombre, le faisceau du phare brillait, clair et constant, témoin silencieux du crime désormais mis à nu. Chapitre 11. Le reflet. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes à Seaborn House. Le brouillard, qui s'était si obstinément accroché aux falaises, se leva enfin, dévoilant la mer agitée et les rochers déchiquetés sous le phare. Pourtant, à l'intérieur même de la maison, un silence profond persistait, le silence qui suit une catastrophe, lorsque les voix n'osent s'élever au-delà du murmure, de peur de troubler l'ombre persistante de la tragédie. Lydia Armitage errait dans les pièces tel un fantôme. Ses yeux étaient se gonfler par les larmes, ses mains agitées, sans repos. Bien que la culpabilité de son mari fût évidente, elle portait toujours le poids de la honte et de la trahison. Clara Vane reprit ses occupations avec un calme serein, mais son tricot resta inutilisé pendant de nombreux jours, les aiguilles inactives sur ses genoux. Le major Blackwood s'occupait de lettres et de télégrammes, fulminant plus fort que jamais, mais ses fanfaronnades sonnaient creux. Et le docteur Marbury retournait souvent à son cabinet au village, heureux de se plonger dans les maux ordinaires de ses patients, malgré une lourdeur du regard qui n'avait jamais été présente auparavant. Lady Helena et Julian étaient y partis, escortés sous bonne garde pour être jugés à Londres. Leur absence était un soulagement, mais elle laissait derrière elle un vide, une blessure dans le tissu familial. Le matin de son départ, Hercule Poirot prit son petit déjeuner seul, à une petite table près des hautes fenêtres. La lumière du soleil, la vraie lumière, et non son spectre à travers le brouillard, se répandait sur la nappe, miroitant sur l'argenterie et la porcelaine. Il mangea avec sa propreté habituelle, chaque miette comptée, chaque geste précis. Le capitaine Hastings, arrivé de Londres à la convocation de Poirot, trop tard pour assister au dénouement mais impatient d'entendre l'histoire, était assis en face de lui, son beau front froncé. « Je ne comprends pas, Poirot, » dit enfin Hastings. « Imaginez Lady Helena, si calme, si digne, pousser son propre mari à la mort. Et Julian, mince alors, c'était un vaurien certes, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il aille jusqu'au meurtre. » Poirot s'essuya délicatement les lèvres avec une serviette. « Mon ami, il ne faut jamais se laisser tromper par les apparences. Un beau visage, des manières gracieuses, ce ne sont que des masques. Derrière eux peuvent se cacher la vanité, le désespoir, l'ambition. Ce sont les petites contradictions, les petits détails qui trahissent la vérité. » Hastings secoua la tête. « Mais tu l'as dit toi-même, c'est Julian qui a frappé le premier, Helena qui a achevé. 2 meurtriers. Comme c'est rare, Poirot, que 2 personnes agissent ensemble. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Pas ensemble, Hastings. C'est là toute la subtilité. Ils n'ont pas conspiré, ils se sont affrontés.
Chacun poursuivait son propre but. Julian, téméraire et désespéré, cherchait l'argent. Helena, froide et calculatrice, recherchait la liberté et le contrôle. L'un après l'autre, ils ont agi, et dans leur égoïsme, ils ont scellé leur destin mutuel. C'est ironique, n'est-ce pas? Hastings fronça les sourcils. Et le pauvre Edward, il n'avait aucune chance. Non, Hastings, dit doucement Poirot, ce n'est pas le hasard qui a trahi Sir Edward, c'est son caractère. Son obstination, son orgueil, lui ont valu des ennemis jusque dans sa propre maison. Le meurtre ne surgit pas de nulle part, il pousse comme une mauvaise herbe, du ressentiment, de la peur et de la cupidité. Il y a toujours des racines. Ils restèrent assis en silence un moment, écoutant le fracas lointain des vagues contre les rochers. Le phare se dressait fermement sur son promontoire, sa grande lampe tournant lentement, projetant son faisceau d'avertissement sur la mer. Enfin, Poirot se leva, lissant ses manchettes immaculées. « Il est temps, Hastings. Nous partons. Notre tâche ici est accomplie. D'autres s'occuperont du procès, du châtiment. Mais pour Hercule Poirot, la satisfaction ne réside ni dans la corde ni dans la cellule. Elle réside ici. » Il se tapota légèrement la tempe. Dans l'exercice des petites cellules grises, dans la mise en ordre de la confusion, la vérité du mensonge. En quittant Seabourn House, Jennings, le majordome, s'inclina profondément. « Monsieur Poirot, la maison vous est redevable. Sans vous, la vérité n'aurait peut-être jamais éclaté. » Poirot inclina la tête. « La vérité, Jennings, elle vient toujours, tôt ou tard. Mais parfois, elle a besoin d'un peu d'encouragement. » Il sortit au soleil, suivi de près par Hastings. La brise marine était vive, le ciel enfin dégagé, et le faisceau blanc du phare balayait fièrement les eaux scintillantes. Poirot marqua une pause, le contemplant. « Voyez, Hastings, le phare, quel symbole, n'est-ce pas? Il est solide, il guide, il révèle les dangers cachés dans le brouillard. Tel doit être le rôle de la vérité dans le monde, car les mensonges sont le brouillard, épais et traître. Mais la vérité, la vérité est la lumière qui ne peut s'éteindre. » Sur ce, il ajusta son chapeau, lissa ses moustaches et se dirigea vers la voiture qui l'attendait, laissant derrière lui une maison purifiée par la révélation, mais marquée à jamais par le crime qui resterait dans les mémoires, comme le meurtre du phare. Chapitre 12. Le départ silencieux. La petite voiture roulait dans l'étroit chemin des Cornouailles, ses roues crachant du gravier en quittant Seabourn House et le phare perché sur la falaise. La mer scintillait maintenant sous un ciel bleu limpide, les mouettes tournoyant et criant avec une liberté sauvage. Pour la première fois depuis des jours, le brouillard avait disparu, comme si la nature elle-même avait attendu que la vérité éclate avant de lever son voile. Hercule Poirot était assis sagement sur la banquette arrière, les mains gantées jointes sur sa canne. Hastings, à côté de lui, se retourna une ou deux fois pour regarder en arrière, son profil de soldat pensif. Aucun des deux ne parla pendant un moment. Le ronronnement du moteur et le cri de la mer étaient les seuls bruits qui emplissaient l'air. Finalement, Hastings dit doucement « Je n'hésite pas à l'admettre, Poirot. Cette affaire m'a bouleversé. Pensez que dans cet élégant salon, parmi des gens apparemment respectables, reposent deux meurtriers, et tout ça pour de l'argent, pour l'orgueil. Ça glace le sang. » Poirot inclina gravement la tête. « Oui, mon ami, c'est la leçon qu'il ne faut jamais oublier. Le meurtre ne se cache pas seulement dans les ruelles sombres. Il se promène dans les belles maisons, il s'assoit à table, il sourit avec des manières parfaites. Il naît du cœur, ambition, peur, jalousie. Toujours du cœur. » Hastings soupira. « Et la pauvre Lydia, elle ne s'en remettra jamais, je crois. Découvrir la culpabilité de son mari et de sa belle-sœur, cela la hantera toute sa vie. »« Peut-être, » dit doucement Poirot, « mais elle survivra. Elle a appris une cruelle vérité, mais la vérité aussi cruelle soit-elle, vaut mieux que l'illusion. L'illusion aveugle. La vérité, elle, libère. » Ils traversèrent le village, où quelques villageois touchèrent respectueusement leurs casquettes au passage du petit détective. La nouvelle s'était vite répandue. Les habitants savaient désormais que ce n'était ni la mer ni la falaise qui avaient emporté Sir Edward, mais la malveillance humaine. Et ils murmurèrent le nom de Poirot avec respect. La voiture s'arrêta près de la gare, où un train roulait doucement sur la voie. Poirot descendit avec une précision impeccable, effaçant une tache inexistante de sa manche. Il parcourut le quai silencieux du regard avec satisfaction. « Hastings, » murmura-t-il, « tu vois, l'ordre est rétabli. Le chaos, les mensonges,
Tout a été balayé. Tout est comme il se doit. Hastings esquissa un demi-sourire. Vous prenez les choses avec tant de calme, Poirot, comme si démasquer des meurtriers n'était rien de plus qu'une énigme parfaitement résolue. Les yeux de Poirot pétillèrent. Mais oui, mon ami, c'est exactement ça. Un puzzle humain. Chaque mensonge est une pièce mal placée, chaque contradiction un indice. Et lorsqu'on les arrange avec soin, l'image apparaît. Résoudre le puzzle, tel est le devoir d'Hercule Poirot. Le sifflet retentit. Ils montèrent à bord et s'installèrent dans un compartiment tandis que le train avançait en chaos. Hastings ouvrit le journal qu'il avait acheté, mais Poirot regardait par la fenêtre, l'esprit toujours fixé sur l'affaire. Les falaises reculèrent, le phare se rétrécissant à l'horizon, son faisceau blanc balayant toujours la mer. Poirot leva un doigt, parlant à moitié pour lui-même. « Ah, le phare, si fier, si stable. Il rappelle peut-être Hercule Poirot lui-même, n'est-ce pas? Car même si le brouillard des mensonges s'épaissit, si la mer de tromperie gronde, la lumière doit briller, guidant les navires vers la sécurité. Tel est le rôle de la vérité, et telle est aussi la tâche de Poirot. Le rythme du train les emportait vers Londres, où de nouvelles énigmes, de nouveaux mystères, les attendaient sans doute. Mais pour l'instant, dans le silence du compartiment, Poirot ferma les yeux, ses moustaches hérissées d'un léger sourire. Pour le meurtre du phare, c'était fini. La lumière avait percé le brouillard, les coupables avaient été démasqués, et une fois de plus, l'ordre avait triomphé du chaos. Et Hercule Poirot, il était content.